Les entrepreneurs que je finançais à l'époque, il y a longtemps, aujourd'hui, je les recevrais même plus dans mon bureau. Ah oui? Non pas que je faisais mon travail mal, c'est qu'il y a très peu d'entrepreneurs, donc je finançais les meilleurs parmi ce que j'avais à l'époque. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît Grossman, donc Managing Partner d'Idinvest. Est-ce que tu peux nous expliquer et présenter Idinvest très rapidement? Bien sûr, donc Idinvest Partner, donc on est un fonds d'investissement basé à Paris, on est 90 personnes, on a 8 milliards d'euros sous gestion. Notre focus, on n'investit que dans des PME, de la start-up à la grosse ETI, uniquement en Europe. Donc notre métier, c'est de mettre en relation des investisseurs qui nous confient de l'argent. Et on investit dans des entreprises qu'on espère développer. Et on a pu financer pas mal au cours des dernières années, pas mal des grands succès de l'Internet français et européen dont on est assez fiers. Nous, on ne vit que par les entrepreneurs qu'on finance. Les entrepreneurs travaillent pour nous, on leur confie de l'argent, on les sélectionne, on leur confie de l'argent et on les aide à se développer. Et après, c'est eux qui bossent et c'est eux qui portent les couleurs hautes de Idinvest dont on est toujours très fiers. Très bien. Et donc toi, particulièrement dans l'écosystème Idinvest, Moi, je m'occupe de la practice Venture Capital, donc Capital Risque, Capital Innovation. Donc c'est vraiment la practice qui investit dans toutes les startups plus focusées dans le monde digital. Donc on a financé des belles boîtes comme Dailymotion, comme Sarenza, Mythic, Criteo, Talend, Zenly et plein d'autres, j'en oublie encore d'autres. Donc ceux que je ne mentionne pas, Molotov dans les derniers. Molotov également, mais je peux pas tout décider parce que j'en oublie. Donc je voudrais pas que certains entrepreneurs certains soient vexés. Donc voilà, il y en a beaucoup. Une fois de plus, notre métier, on le fait qu'au travers des entrepreneurs qu'on finance. Nous, on ne saura rien sur nos entrepreneurs. C'est un peu une lapalissade, mais c'est toujours bien de le répéter. Ouais, c'est très bien. On repart dans le temps. Est-ce que tu peux nous poser le contexte, ton enfance, où tu es né, comment tu grandis, dans quel environnement Oui, alors moi je suis né il y a fort longtemps, donc je suis né en plein Sahara. Il m'a beaucoup marqué après, pendant plusieurs années, tous les étés avec des copains, j'allais vendre des voitures en Afrique. D'accord. Voilà, et je suis retourné dans le Sahara dans lequel j'étais né il y a fort longtemps, donc je ne me rappelais pas parce que je suis parti de là-bas, j'avais 2-3 ans, donc j'ai toujours rêvé d'y retourner. Et je suis retourné à peu près une demi-douzaine de fois. On vendait des vieilles voitures, à l'époque on vendait des Peugeot, des vieilles 504 qu'on achetait à Paris pour 1000 ou 2000 francs. Et qu'on vendait 15 000 francs ou 20 000 francs, à l'époque on parlait en francs, dans des pays comme le Togo, le Mali, le Niger, le Bénin, etc. Déjà marqué par la volonté de faire le retour sur investissement. Et je pense, et moi ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai beaucoup appris. Déjà j'ai passé des vacances absolument exceptionnelles. Moi, je crois que faire ces voyages dans le Sahara, c'est comme si j'avais fait 3 MBA, un MBA à Harvard, à Stanford et à l'INSEAD. J'ai beaucoup appris parce qu'on vend des voitures en Afrique, on traverse le Sahara, on a des pannes absolument improbables, des rencontres exceptionnelles, enfin, des trucs que j'ai jamais fait ailleurs que pendant ces voyages. Et même longtemps après, j'en rêve encore. Donc pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est une de mes plus grosses fiertés. En fait. Ce que je fais aujourd'hui, Idinvest à côté, c'est rien du tout. Et ce que j'ai fait avant, c'est ma plus grosse fierté. Voilà. Ah, c'est improbable ça. Ça doit vraiment monter haut parce que la réussite d'Idinvest, elle s'impose quand même d'elle-même. Ouais, c'est vrai, mais après chaque chose en son temps. Ouais, non, mais bien sûr. Et alors du coup, 20-25 ans, mais à ce moment-là, t'es engagé dans tes études, c'était à côté... Oui, tout à fait, je faisais ça l'été, l'hiver, pendant les vacances, comme on dit, ou je faisais ça le soir. Quand voilà. Et job du soir, aujourd'hui on travaille au McDo. Oui, c'est ça, mais après, à chaque époque, il faut toujours s'adapter à son époque. Et à ce moment-là, tes études, qu'est-ce que tu fais et après mes études, j'ai fait des études scientifiques, j'ai un doctorat en physique, en physique des lasers, et puis après j'ai travaillé pendant 6 ans à la NASA aux États-Unis. D'accord. Dans un domaine qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, parce que je faisais de la recherche. D'accord. Je mettais au point des systèmes laser très compliqués qu'on embarquait dans les avions de la NASA pour faire des mesures à distance de vapeur d'eau ou d'ozone. Les mains dans le cambouis les mains dans la science. Enfin, vraiment, complètement. Je programmais à l'époque. C'était des vieux systèmes à l'époque. J'en ai honte des systèmes d'exploitation que j'étais à l'époque. Et même si cette époque-là, elle a eu lieu il y a très longtemps, j'ai une très bonne mémoire. Je me rappelle de tout. C'était une expérience inoubliable. D'accord. Alors, quand on travaille à la NASA, est-ce qu'on sait si on a réellement marché sur la Lune? On le dit qu'on a marché sur la Lune. Bah, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Buzz Aldrin, qui est un des 2 premiers à avoir marché sur la Lune. Ça doit être marquant comme expérience. Ça m'a profondément marqué. Enfin, je vais vous dire mon âge. Quand Neil Armstrong a marché sur la Lune le 21 juillet 1969, j'avais 10 ans. Donc vous avez calculé mon âge. Et pour moi, travailler à la NASA 15 ans après, c'était un rêve. Voilà, j'ai grandi avec le premier homme qui a marché sur la Lune, d'avoir rencontré Buzz Aldrin, lui serrer la main.
c'est quand même un grand moment. Moi, je me rappelle d'Apollo 13, mais Tom Hanks est revenu sur Terre. Donc, Et Apollo 13, la NASA a qualifié Apollo 13 de successful failure. Ah. C'était un échec parce que la mission n'a pas été jusqu'au bout, mais ils ont réussi à ramener les 3 hommes sains et saufs sur Terre et ça a été qualifié de successful failure. C'est un terme qu'on retrouve chez Idinvest quand il y a une start-up qui ne fait pas une explosion mais qui arrive à quand même ressortir proprement finalement. Le successful failure, exactement. Puis on peut pas faire que des succès, on peut pas faire que des critéos. Non. Voilà. On aimerait bien. Mais... La vie serait triste si on faisait ça, donc il faut mettre un peu de piment quand même. Et alors du coup, post-NASA, tu décides de rentrer en France ou c'est le chemin qui t'amène à... J'ai décidé de rentrer en France parce que voilà, je voulais rentrer un peu en France. Et puis quand je suis rentré en France, j'ai travaillé pendant 2 ans chez Thales Optronics, à l'époque Thomson. Ça m'a plu moyen, ce qui fait que ça m'a incité à retourner à l'école et pour faire un MBA. Donc j'ai fait un MBA à Sciences Po, ça y aussi il y a fort longtemps. Et c'est à l'issue de ce MBA que j'ai basculé dans le monde de l'investissement. D'accord. Et puis pour moi, le monde de l'investissement capital risque, c'est un des rares mondes qui permet de joindre l'utile à l'agréable, d'utiliser ses compétences scientifiques et techniques que je voulais pas perdre et que j'ai toujours et que je compte garder et qui m'a vraiment passionné avec le monde de l'investissement et de la finance. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Quel parallèle tu tires quand tu fais des analyses de business plan et quand tu es confronté à un tableau Excel, toi tu es capable d'aller très en profondeur, c'est ça le tracker? Non, c'est pas forcément, c'est que bien souvent on investit 3 fois sur 4 on investit dans des boîtes assez technologiques. Et venant du monde scientifique, j'arrive à comprendre les gens. Tu as une sensibilité sur le... J'arrive à comprendre les gens, je sais ce que c'est que de développer un produit, voilà, on a des ennuis techniques, informatiques, etc. Donc ça permet de comprendre les gens. Au moment où on décide de se lancer dans le projet, on n'a aucune idée de la faisabilité, mais on investit quand même de l'argent. C'est une logique qu'on retrouve effectivement. Exactement. Et tout de suite après Sciences Po, donc c'est tout de suite Idinvest ou alors? Non, c'est un autre fonds d'investissement qui s'appelait à l'époque la Financière de Brienne, qui existe toujours. Et c'est à l'époque où le monde de l'investissement était très peu développé, il y avait très peu d'entrepreneurs. Ouais, il y avait peut-être aussi peu d'opportunités finalement. Il y avait excessivement peu d'opportunités. Donc c'est moi qui écrivais les pailles d'actionnaires, qui écrivais les bulletins de souscription. Mais je suis pas sûr qu'ils étaient moins bien rédigés que ce qu'on fait maintenant avec des avocats, avec des docs et pas ça. Donc c'était beaucoup plus petit. Pas de commentaires. Non, pas de commentaires, mais je pense que ça marchait pas moins bien. Voilà. Et puis après, j'ai grandi j'ai travaillé dans un fonds qui s'appelle V-Venture, fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est en pleine bulle Internet, un fonds qui a été sponsorisé par Vivendi. Donc j'ai fait les up et les down de la bulle Internet. Donc, puis après, il y a eu la bulle Internet, comme tout le monde, qui a explosé en mars 2000. Mais on est un des rares fonds à avoir gagné de l'argent. On a gagné on est un des rares fonds à avoir gagné. On a gagné moins que ce qu'on a imaginé, mais on a rendu plus d'argent des investisseurs qu'on nous avait confié. C'est quand même la règle du jeu dans notre métier. Oui, bien sûr. Et puis après, je suis arrivé en 2002 chez ce qu'on appelait AGF Private Equity, qui est l'ancêtre de Idinvest. D'accord. AGF qui est maintenant connu en Alliance. Alliance, tout à fait, qui s'est fait racheter par Alliance. Et c'est suite à ce rachat qu'on est sorti du groupe Alliance /AGF et qu'on a pris notre indépendante. Donc on a racheté la société de gestion, mes associés et moi. Donc c'est une demi-douzaine de personnes. Et donc on est maintenant actionnaire de la société de gestion et on a un certain nombre de fonds accrochés à la société de gestion, dont tous les fonds de venture dont j'ai parlé. Puis on a également des fonds de dette, des fonds secondaires, des fonds de fonds, etc. Voilà. Et puis après, Idinvest est développé grâce essentiellement aux entrepreneurs qu'on a financés. Bien sûr. Notre succès, il ne vient pas de l'argent qu'on lève, il vient de là où on a investi l'argent. Et c'est parce qu'on a fait des bons deals, on a financé des bons entrepreneurs, des gens comme Marc Simoncini, comme Stéphane Trépeau, Jean-Baptiste Rudel, Benjamin Bechbaum, qui ont fait la réputation d'Idinvest. Et la réputation d'Idinvest, ça fait qu'on a plus d'investisseurs qui investissent chez nous. Donc après, c'est le cercle vertueux. Faites des bons investissements, les investisseurs viennent parce qu'ils veulent avoir accès aux bons entrepreneurs. Et voilà, on s'est contenté de faire la mise en relation. Et puis après, le business s'est développé. Et puis on a, une fois de plus, parce qu'on a eu la chance, parce qu'on a eu une idée de financer les bons entrepreneurs, mais on en a financé pas mal et on n'en a pas raté beaucoup. Voilà. Dans quelle dimension tu retrouves l'approche passion qui t'a amené à la NASA ? Est-ce que c'est dans la relation avec les humains que tu as au quotidien? Est-ce que c'est dans les challenges que tu prends et le côté un peu excitant de se lancer dans des aventures peut-être des fois qui paraissent improbables? Côté curiosité, c'est-à-dire que nous, dans notre métier, on voit beaucoup de projets différents. Non seulement les projets dans lesquels on investit sont très différents. Je vous ai cité les Criteo, les Dailymotion, les Mythiques, etc. C'est des sujets très différents. Mais quand on investit en général dans une boîte, on en voit à peu près 100 pour faire un investissement. Donc pour un Criteo ou un Dailymotion, j'en ai vu 200 fois plus. Et donc on voit des sujets hyper diversifiés. Moi, chaque fois que je vois un entrepreneur, en général, quand je vois un entrepreneur, ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Je sors toujours plus intelligent qu'en rentrant parce que
Déjà, les entrepreneurs sont des gens exceptionnels. Je les envie, voilà. Je suis peut-être un peu complexé parce que moi, je ne le suis pas moi-même. Donc j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Je les respecte parce que l'entrepreneur, c'est un métier qui est très difficile, très solitaire. Globalement, les gens se prennent des baffes du matin au soir. C'est un vrai cliché quand on parle de grands 8 constants et de grandes boucles et de petites boucles. Et on descend très bas et on remonte très haut et on redescend. Et c'est un roller coaster en permanence. Donc j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Je les respecte et chaque fois qu'ils me racontent leurs projets, c'est toujours passionnant. Et même, puis je suis très respectueux des entrepreneurs, même s'il y a un projet que je trouve pas bon, je suis toujours très admiratif de l'entrepreneur. Parce que déjà, comment on définit un bon projet d'un mauvais projet? Moi, tous les bons projets sont bons. Et puis il y en a qui réussiront, puis il y en a qui réussiront un petit peu moins bien. Et je crois qu'il faut encourager tous les entrepreneurs parce que c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui créent l'innovation, c'est eux qui créent les emplois de demain, on le sait. Donc voilà, donc cet aspect curiosité est juste magique. On voit plein de choses, puis sur des sujets hyper diversifiés, que ce soit de la crypto-monnaie au e-commerce, en passant par la tech. C'est les nouveaux sujets. Il y a 10 000 trucs. Ouais. Et je vois des choses passionnantes, et toujours racontées par des gens passionnants, qui ont beaucoup de caractère. S'il n'y a pas beaucoup de caractère, ils ne seraient pas entrepreneurs. Donc toujours des gens très très passionnants, très attachants, qui ont une vraie conviction, une niaque, une volonté d'y arriver. Voilà, donc et le métier que je fais, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai? J'ai aucun doute là-dessus. Autant un entrepreneur, alors quand tu as un entrepreneur qui réussit, c'est génial, hein, on va le féliciter tout. Mais déjà, pour un entrepreneur qui réussit, il y en a 9 qui mangent la poussière. Donc pour un qui est très content, il y en a 9 qui vont déprimer, je sais pas, mais où la vie est plus difficile, alors que nous, on est lissés sur plusieurs sociétés. Donc voilà, on n'aime pas quand on perd de l'argent, mais on est moins impacté quand on a une mauvaise nouvelle, alors que l'entrepreneur, dont c'est sa vie, bien souvent, quand il perd sa boîte, c'est pas terrible quand même. Oui, bien sûr. Alors même si ils rebondissent toujours, hein, ce sont toujours des gens qui ont un mental exceptionnel, mais c'est jamais une chose facile. Alors que nous, on est plus lissés, puis on voit des gens, voilà, puis on a un dynamisme. Enfin, moi, je fais ce métier depuis longtemps. J'ai jamais vu, on a un aliment de planète qui est absolument exceptionnel. Ah ouais? Parce qu'il y a une base entrepreneuriale en France, en Europe, qui est exceptionnelle. Puis les entrepreneurs sont de plus en plus brillants. Donc, tu le sens évoluer là? C'est juste magique. Hein. C'est juste magique. Toi, les entrepreneurs que je finançais à l'époque, il y a longtemps, aujourd'hui, je les recevrais même plus dans mon bureau. Ah oui? Non pas que je faisais mon travail mal, c'est qu'il y avait très peu d'entrepreneurs, donc je finançais les meilleurs parmi ce que j'avais à l'époque. Et voilà, bien sûr, la compétition est très intense. Hein. Quand un projet se lance, il y a toujours 10 startups sur le même projet. Et dit autrement, s'il n'y a pas 10 startups sur le même projet, c'est qu'il n'y a pas de marché. Hein. Ouais. Une boîte qui se lance, qui me dit qu'il n'y a pas de concurrent, soit ils ne l'ont pas vu, soit il n'y a pas de marché. Dans les deux cas, c'est pas terrible. Hein. Voilà, donc, et puis en plus, aujourd'hui, il commence à y avoir une concurrence de l'autre côté aussi, parce que là, pour le coup, on est chez Partech. Oui, je vois le drapeau, oui, tout à fait. Sur le toit du Partech Shaker. Donc effectivement, il y a aussi une concurrence entre les fonds pour intervenir sur les meilleurs dossiers. Il y a une concurrence, mais voilà, Partech, des fois on se base sur les dossiers, mais bien souvent on est en co-investissement. Oui, bien sûr. Ouais. Avec Partech, on doit participer, on doit avoir 7 ou 8 sociétés en commun. Donc, c'est de la bonne intelligence. Tout à fait. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire cet exact même job sur un autre marché, par exemple? Est-ce que le fait de faire ça dans les nouvelles technos, dans cet environnement start-up, scale-up, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est corrélé à ta passion du quotidien? Ou est-ce que si tu étais, je ne sais pas, dans l'agroalimentaire... Non, je crois que c'est un peu drivé par tout ce qui est ma curiosité, où le métier d'investisseur en capital, dans le capital risque, permet de satisfaire sa curiosité, parce qu'on voit des choses hyper diversifiées, des choses très novatrices. Tu vois demain, aujourd'hui, en fait. On voit demain, aujourd'hui, et puis il y a plein de projets qui sont mordés, mais c'est pas grave. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets, je sais que ça ira pas plus, mais c'est pas grave. Et puis quand je passe une heure avec un entrepreneur, je fais toujours en sorte que, même si je n'investis pas, qu'il arrive 99 fois sur 100. Notre métier, c'est de dire non. Hein. Donc on dit non dans 99% des cas et oui dans 1% des cas. Donc chaque fois que je vois un entrepreneur pour une heure, j'essaie de lui donner des conseils, ma vision un peu de l'investisseur. C'est-à-dire que nous, on avait une vision un peu hélicoptère, on a vu tellement de boîtes. Comme on dit, on ne sait toujours pas ce qu'il faut pour faire marcher une boîte, mais on sait ce qu'il faut faire pour que ça ne marche pas. Donc en enlevant ce qu'il ne faut pas faire, ça marche plutôt bien. Ah oui. Voilà. Tu as déterminé des patterns qui te permettent de dire ok, là c'est la mauvaise direction. Ouais, donc si on évite ça, il reste le bon. Ouais, on ne sait pas trouver les bons patterns, mais on sait les mauvais, donc en éliminant les mauvais, il reste les bons. Ah oui. On raisonne plutôt comme ça. D'accord. C'est que tu fais partie de ces gens qui, quand ils se lèvent le matin, n'ont pas l'impression d'aller au travail? Exactement, oui. Exactement. Enfin, je siffle tous les matins en arrivant au bureau. Et je veux que ça continue comme ça, donc j'ai pas envie que ça s'arrête. On a la chance, j'ai la chance de travailler avec des gens passionnants, dans une industrie qui est plutôt en plein développement, avec des bons fondamentaux. Et puis une fois de plus, on a un boulevard devant nous, donc
Ah oui, je m'amuse beaucoup. Ouais. Finalement, ton travail ne te pèse pas et puis tu t'éclates. Mais malgré tout, tout ne t'est pas tombé comme ça dans les mains. Enfin, Idinvest, ça a été un long chemin pour arriver jusque-là. Bien sûr. Et ça s'est construit. Ça n'est pas arrivé comme ça. Non, les trucs qui arrivent tout seuls, ça n'existe pas. Hein. Ouais. Non, ça n'existe pas. Ou alors c'est le coup de chance, c'est le loto, mais bon, c'est une stratégie, Ouais, mais bon, c'est ça. Probabilistiquement, c'est pas terrible. Hein, donc, Super. Eh ben, écoute, j'aime beaucoup cette fin. C'est marrant, c'est un marqueur hein, sur chacune des interviews. Souvent, ça se termine sur une bonne note comme ça et c'est très bien. Parfait. Très bien. Pas mieux. Merci beaucoup. Bah, grand plaisir. Au revoir.